CCO vous a permis de faire ce contact avec la Campanule et puis de lancer... Oui, tout à fait. Non, c'est vrai que ça a été... Là, pour le coup, il y a eu des choses intéressantes, mais peut-être parce qu'on est une association assez proche. Mais là, je vois par exemple, ici, on a des choses complètement... qui peuvent être plus différentes entre la danse urbaine hip-hop et puis la danse traditionnelle. On ne peut pas faire plus différent. Oui, est-ce que mondes culturels est-ce que ces deux mondes-là se rencontrent? Je ne sais pas, c'est ça. Mais en tout cas, ils existent, coexistent au même endroit. Et on ne peut pas faire plus différent que ces mondes-là. Par exemple, dans les événements comme théâtre réalité ou parole sur place, des choses comme ça, ils se rencontrent. Je vous dis, je ne suis pas qualifié pour le dire. Vous ne venez pas à théâtre réalité? Là, je ne peux pas savoir. Il faudrait effectivement plutôt voir avec des gens qui fréquentent ce genre de choses. Mais voilà, c'est ça les interrogations. Quels sont, vous, les événements auxquels vous participez du CCO? Pour le moment, je suis... comment dirais-je, moi je viens ici par fidélité un peu historique, mais je suis utilisateur actuellement plutôt du CCO que participant à des événements. Par exemple, on bénéficie de l'atelier d'accompagnement à la comptabilité. Oui. Donc moi ce qui m'intéresse, il n'y a pas que ça qui m'intéresse, mais cette dimension effectivement d'aide à la vie associative est importante. Oui. Alors j'ai regretté un petit peu dans les films qu'elle ne soit pas assez présente. Tout c'est quand même, on a vu la prise en compte de l'émergence des cultures urbaines, on a vu différentes mutations, on a vu des luttes politiques, etc. Mais toute cette dimension associative, j'ai trouvé que dans les films, elle n'était pas assez mise en avant. Ce développement. Présent. En plus, le CCO est dans un réseau qui s'appelle Raya, ou un truc comme ça, enfin un truc de maison de la vie associative. Donc il y a vraiment, c'est quand même quelque chose d'important, de prégnant quand même. Donc j'étais étonné que ce ne soit pas plus, comment dire. Mais c'est typique parce que c'est quelque chose qui n'est pas très médiatique. Oui. C'est pas assez médiatique? Ben non, le travail de fourmi des associations, c'est difficile à filmer. L'intérêt de l'endroit, c'est que il y a des endroits qui font du soutien à l'associatif et qui sont plus institutionnels. Ici, on peut avoir la qualité d'une intervention professionnelle avec la souplesse d'un lieu comme celui-là. C'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que tu en dirais, toi? Je pense que vous avez raison quand vous dites que ça n'est pas assez présent dans tout ce qu'on a dit et le film, que c'est une part importante du CCO, cet accompagnement des associations. Et c'est vrai que c'est toute une part qui est moins visible. Pourtant, il y a un programme trimestriel, j'ai un programme d'activité, oui, c'est vraiment c'est très formalisé. L'activité est forte, mais elle a peu de visibilité. C'est plutôt le culturel qui a de la visibilité. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour lui donner plus de visibilité? Peut-être prendre conscience du fait que c'est pas assez présent dans la communication. Pas assez présent dans la communication. Il y a quand même la plaquette. Il y a la plaquette oui. qui est destinée plutôt aux associations intéressées. C'est les associations intéressées qui s'en saisissent. Venez. Je viens juste pour voir. Eh ben, venez voir. Non, mais c'est pas ça. J'arrive là et je suis en train de regarder ce qui se passe. Je fais le tour, voir ce qui se passe au niveau des ateliers. Vous pouvez vous asseoir quand même, hein. Oui, c'est pas interdit. C'est pas interdit, non. Non. Et donc, les associations... vous connaissez? Oui, le vieux. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc, les associations ne sont pas assez visibles dans les films qu'on nous a montrés dans le... Pas les associations, le travail d'accompagnement des associations qui n'est pas visible. D'accompagnement, c'est-à-dire c'est tout un travail de comment une association fonctionne, d'accompagnement. Comment elle va émerger? Concrètement, comment les gens qui créent une association se comportent dans cette association sur le plan comptable, sur le plan légal, sur le plan, il y a un accompagnement. La communication, l'association employeur, enfin tout ce qu'une association a besoin de savoir et de connaître pour structurer, se développer. Et ça, c'est un soutien que le CCO vous apporte et qui vous paraît essentiel. Oui, bien sûr.
et qui est quand même un des piliers financiers du CCO, que je sache. Non, c'est aussi une source de... enfin, c'est une raison pour laquelle il a des subventions, pour jouer ce rôle-là, non? Aussi. C'est peut-être pour ça qu'on en parle moins aussi. Parce Je que sais parler pas. de sous, c'est toujours un Je peu... sais pas. Non, mais Je vois ça c'est mon tellement regard totalement d'incompétence. extérieur là-dessus. Mais Alors, je je me suis suis posé la- complètement incompétente, même comme membre du CA, pour évoquer ça. Ben Non, mais c'est oui, vrai non, que mais voilà, si on tu parlait vois. du film, Christy, ou des archives, enfin, Moi, je l'ai pas Oui. vu. ils ont travaillé sur les archives existantes et de fait, ça produit plus d'images de faire un spectacle ou voilà que un groupe de travail. Alors, une petite image, je crois, dans le film où on voit des gens autour d'une table, mais on ne sait pas ce qui se passe. C'est peut-être pas le propos du film non plus. Et c'est mais en pas tout cas, voilà, oui, c'est pas voilà. forcément le propos C'était du pas film, le mais c'est vrai que propos, c'est aussi une question à comment on arrive à faire apparaître. Alors peut-être pas en termes de communication, mais en tout cas dans ce qui compte pour les gens qui sont au CCO, qui passent ou qui s'en servent, de donner place et de donner visibilité à ce travail de fond qui, du coup, au fil des années, a quand même contribué à permettre de tenir à plein d'associations, je suppose. Et vous-même, vous êtes un régulier, un CCO? ancien du CCO? Un vous êtes, régulier depuis 78, 74, quelque chose comme ça. Ah, ben alors là, Ah. j'ai des anciens du CCO, là, je suis ravie. Et alors vous, racontez un petit peu votre entrée, Mon entrée. au CCO en 74. J'ai fait un texte que Geneviève m'a demandé. Ah. Je lui ai envoyé donc, dans le cadre du Bookspring. Oui. Donc Ah. elle a dû l'insérer. Ben alors, Mais voilà, je veux bien dire deux mots. oui, Le CCO, ben moi je suis un enfant du quartier. vous êtes un enfant du quartier. Voilà. Et puis le CCO, ben, il est venu, on est venu et le CCO est venu à nous naturellement. Alors, dans le sens, quand je dis naturellement, c'est déjà à l'époque, c'était à la période de. On était tout jeunes et il y avait cette. Comment? Au niveau on se battait donc pour le terrain de la Sainte Famille, donc ça remonte à vous. Voilà. De la Sainte Famille, la lutte de la Sainte Famille. Voilà. 13, 64, 13, 14, oui, Ouais. oui. Voilà. 213. Voilà. Mhm. On se battait donc maintenant qu'il y a le stade Mathéo, mais on s'est bougé. Et moi j'avais à l'époque 13, 14 ans encore. Et on nous disait, il faut y aller parce que c'était le stade de la Sainte Famille, c'était la partie un peu verte du quartier qu'il fallait conserver. Et voilà, donc on y allait, on partait, donc on habitait sur les BER qu'on faisait, puis on est là-bas, et puis après on venait ici au CCO parce qu'il se passait des manifestations, des spectacles autour de ça, on se retrouvait le soir. Et voilà. Concerts Et soutien. Ouais, les soutien. concerts soutien, voilà, c'est sympa, ouais. Alors, sur le terrain de la scène, enfin moi je faisais partie des responsables à cette époque, et donc il y a quelque chose de paradoxal. C'est que ce terrain, avant, il était, du point de vue juridique, privé. Et il appartenait à la paroisse. À la D'accord? paroisse de la Sainte Famille. Sainte Famille, hein. D'accord? Il était privé, mais tout le monde pouvait y aller. Oui. Et les gens, le ouvert. dimanche, il y en a qui allaient casser la croûte, 3 ou 4 qui faisaient un petit match de foot, etc. Bon, il y a eu l'histoire du terrain Sainte-Famille, bon. Et après, quel résultat? Le terrain est devenu public au sens juridique, Et voilà. mais il est fermé. Eh ben oui, public mais fermé. Mais fermé, d'accord? Alors plus personne n'y va. Il est réservé aux sportifs. Il n'est utilisé que quelques heures par an. Alors il devait utiliser avant, je pense, plusieurs heures par jour. Hein, d'accord? Ah oui. D'accord, donc alors des fois on me raconte ça, mais moi j'ai dit c'est paradoxal, mais Ouais. depuis qu'il est public au sens juridique du terme, l'a plus. il est privé au sens occupation, si vous voulez. Ouais, c'est ça. Mais il appartient À la mairie? à la ville. Ah oui. Mais la ville a décidé de Ah ben c'est fermé maintenant, c'est Ouais, c'est grillagé, fermé. c'est bon voilà, Ouais. tout le monde. D'accord. Avant c'était. Avant on voulait aller jouer au ballon, on prenait le ballon, on allait se faire des Il était ballons. ouvert. Ah bah c'était. C'était ouvert, hein. Et il y avait encore mieux, il y avait les fermes L'avantage. devant, là, les petites maisons avec les jardins. Et une fois qu'on avait Le ballon, il allait des fois. là-bas dedans, puis on allait on en profitait pour aller manger quelques fraises parce qu'il y avait le gars qui était voilà, on allait aussi un petit peu à la maraude, mais c'était sympa. Quoi. Ah ben oui. Voilà. Mais on en a bien profité quand on nous a dit bon ben voilà, le terrain allait disparaître et qu'il allait y avoir les promoteurs étaient là avec les pelleteuses,
hein, et que ça allait, voilà, ils avaient été Donc là, vous prévus, vous êtes battu pour... Ah oui, oui, et on était fiers. On a dit, comme je disais, moi du haut de mes 14 ans, 13-14 ans, voilà, on allait, on savait que notre cause était juste et en même temps, on allait se confronter à la force publique. Parce que c'est eux qui avaient le... Bon, voilà. Oui. Alors là, il a installé une palissade. Ouais. Il y avait c'est pauvre, bref. Donc elle a été démontée, il y a eu une grande manifestation de plus de 1000 personnes. C'est la manifestation, je pense, historiquement la plus importante de l'histoire d'Irlande. Et toutes ces planches, chacun en avait une planche, et on était mis devant la porte de la mairie. Hein? Et puis quelques jours après, il y a eu une réunion au conseil municipal. Hein? Et on est parti. Et une grande surprise, qu'est-ce qu'on voit dans la salle? Il y avait déjà des gens. Et on s'est aperçu que c'était des policiers en civil. Et après, on s'est fait sortir à coup de comment dire, de matraque de policiers. Et je me rappelle d'avoir dit au commissaire de police, mais monsieur le commissaire, est-ce que vous avez conscience que vous avez affaire à un délinquant à l'écharpe tricolore? Hein? J'ai dit comme ça, un délinquant à l'écharpe tricolore. Alors que le maire, normalement, est chef de la police, hein, dans sa ville. Hein. Et voilà. Enfin, je me rappelle, je vais avoir dit ça. Alors vous aviez quel âge vous aussi? Ah non, moi j'avais 25 ans. Voilà, et nous, c'était 25 ans. Jean-Pierre Lachaise, Oui, qui en faisait partie, et qui nous disait, allez, on a besoin des jeunes, quoi. On avait, donc il y en a qui ont campé dessus, l'occupation. Puis alors à vos jours, alors les CRS sont venus avec les pelleteuses. On s'est couché devant les pelleteuses, mais il y en a qui... Moi, Ça a été... Enfin, moi, j'étais pas ce jour-là, mais enfin bon, ceux qui étaient se retrouvaient au commissariat de police, etc. Et puis, Nous, on était et trop les jeunes. bâtiments ont commencé sous la protection de la police, la construction, donc ça s'appelle maintenant le Vergallon. J'ai connu le père Latreille, le fondateur, je devais avoir, je sais pas, une quinzaine d'années par là. Puis après, j'étais étudiant à l'INSA, et ici, j'ai fait des réunions, hein, quand j'étais étudiant à l'INSA. Donc, organiser des réunions, et parmi les... Voilà, donc ça c'était dans les années 67, 68, 69, 70, dans ces eaux-là. Il n'y avait pas André qui était là à l'époque. André qui habitait au CCO, tous les étudiants qui étaient là. Oui, ben, il y a eu plusieurs prêtres. Oui, puis C'est-à-dire que ils ont parlé du Père Latreille, ils ont parlé des maristes à la joie. Oui. Mais il y a eu les oratoriens entre les deux là. Et des oratoriens, des prêtres de l'oratoire. Des oratoriens, oui. Hein, et là, je vois que dans beaucoup d'endroits, on n'en parle pas. Hein, des oratoriens, alors qu'il y en a eu au moins 4 ou 5 oratoriens qui étaient ici ou vous habitez au 22 rue des Antonins? Alors, les deux, Vers ils habitent Laval. ici et puis après là-bas. Oui, c'est Hein. ça. Et ils ont voilà, ils ont 21, pas 22, 20. Oui, enfin bon. Ils ont acheté après une maison, enfin, ou loué. Puis après, mon père est devenu président du CCO. Là. Donc depuis ces années 70 et quelques, donc vous venez de manière régulière au CCO? Non, pas régulière. Non, je suis. Occasionnelle? Moi, c'est une fois par semaine. Une fois par semaine? Ben oui, parce que je fais partie de l'association. Au départ, j'étais... Alors d'abord, j'ai commencé par le comité d'animation, avec toute l'équipe, Jean-Paul Gras, Bernard Thomasson, René Aublanc, et puis des gens, Claude Fillot, qui est plus, que tu dois connaître tous. Claude Fillot. Claude Fillot, c'était dans les années 80, 90. Avant, fin des années 70, 78, hein, au comité d'animation. Ah ouais. Et puis, d'abord comité d'animation, et puis Jean-Pierre nous avait demandé. Entre-temps, j'ai mis en place les bals folk, ce qui s'appelle aujourd'hui la Campanule. Ah, c'est vous qui avez mis en place la Campanule? Ouais, c'est moi qui ai dont vous donné le m'avez nom. parlé. Oui, le projet blanc. Oui. C'est ça. Voilà, c'est moi qui ai donné le nom de la Campanule. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, donc j'étais sur 4G, il y a une copine ici qui était violoniste, et on allait danser le folk à la Migicelle médiévale. Ça fait très... C'était pas à côté, et puis ça commençait pas avant 22h, donc c'était... Et j'étais au comité d'animation, donc j'ai dit c'est dommage d'aller si loin pour aller à un bal folk qui se termine à 20h, en sachant qu'il y avait une salle ici, la salle A du CCO, qui était sous-occupée. Je suis venu voir Paul Bissardon, que je connaissais, puisqu'il était un an de l'époque, et on est allé à deux, avec Blond, donc la copine, et on a dit, voilà ce qu'on veut faire. On veut faire un bal folk hebdomadaire, une fois par semaine, donc hebdomadaire, avec des musiciens. Il nous a dit, mais ça
le pari est difficile et ça va être difficilement tenable. Je dis, on lui a dit à Paul, fais-nous confiance et peut-être que, il nous a dit, peut-être que ça va réussir. Et il nous avait donné, c'était en avril 79, je me souviens, il nous a donné jusqu'au mois de juin. Et premier bal folk, on était autant de musiciens que de danseurs. On avait été voir le folk club de l'INSA, des copains musiciens. On a commencé notre premier bal ici. Alors je ne dis pas qu'avant il n'y avait pas de bal. Je me souviens à l'époque du comité d'animation, avec Jean-Pierre, avec toute l'équipe du comité d'animation. On a fait venir Gilles Servat, on a fait venir des groupes comme Machin, mais c'était des bals ponctuels. Oui, d'accord. Pas quelque chose de régulier, voilà, toutes les semaines. Et la campanule, donc, au départ, on avait monté ça comme Outnani. On avait appelé ça comme, c'était une veillée folk. Oui. Et puis on avait repris les statuts de l'ancien comité d'animation qui périclitait parce qu'on ne se voyait plus. Du coup, on a tourné avec ces statuts-là. Et puis en 83, on a dit, il faut qu'on puisse avoir notre propre statut et avoir notre propre association. Du coup, on a déposé les statuts au CCO, en préfecture. Et j'ai donné le nom, puisqu'on avait plusieurs noms. Et comme j'étais un peu à la base de tout, j'ai dit ça serait pas mal que ça soit la campanule. Et puis on a un peu poussé pour que ça passe, parce qu'il y avait plus. C'était démocratique, donc on avait demandé à d'autres personnes de proposer. Il y avait d'autres noms, il y avait Balafon, il y avait dans ses joues, je me souviens, il y avait plusieurs noms. Et puis voilà, on s'est un peu battu pour que le nom de la campanule reste. Et depuis 79, ça a tourné sous l'ancien, ça a tourné depuis 79. Et la campanule existe depuis 83. Oui, et alors, votre premier bal, oui, il y avait autant de gens que de musiciens, c'est-à-dire pas beaucoup. On était moins de 20, on devait être... Et alors le deuxième, c'était un peu après, plus. Il y avait un peu plus. Et après, ce qui se passe, c'est que nous, on continuait à aller à Ménieval. On continuait à aller à Ménieval, et puis on disait aux danseurs, aux musiciens, il y a la même chose à Villeurbanne, si vous voulez. À Ménieval, le problème, c'est que c'était plus petit qu'ici. Les danseurs, ils n'avaient pas de scène. Ils étaient dans un coin. Et je me souviens qu'une année, on jouait, il y a eu des instruments qui avaient valdingué parce que les danseurs et les musiciens étaient trop proches et puis sur le même plan. Et quand les musiciens sont venus sur le CCO, ils ont trouvé intéressant. Du coup, en septembre, la rentrée d'après, on a affiché complet, quoi. Donc voilà. Et puis depuis, après on a mis en place des ateliers, tout ça. Et maintenant, il y a voilà ça. Et alors vous êtes connu à ce moment-là? Non, j'ai connu la campanule plus tard. Mais on s'est connus au conseil d'administration, j'ai fait une petite apparition très très brève. Avec Jean-Pierre Moniat aussi. Ah oui, ouais. Mais j'ai connu son association de théâtre, parce que de théâtre il ne l'a pas encore mentionné. Mais... Ah oui. Aussi, oui. Le théâtre? Alors le théâtre c'était plus tard, donc après c'était après la campanule, je restais sur la campanule. Et puis en 87, c'est Jean-Pierre toujours qui, on était sur le quartier tout ça, avec l'association, alors je confonds, je ne sais plus si c'était la VDL ou l'ADL, droit au logement. La VDL. La VDL. L'association des... Villeurbanne pour le droit au logement. Il y a l'ADL aussi. Voilà. Il y a le développement local, alors comme c'est à peu près les mêmes, je ne vais pas me tromper. Ils ont été créés pratiquement en même temps, donc je ne voulais pas me tromper. Donc tout le monde bien pour le droit au logement. Voilà. Et Jean-Pierre nous a dit, le 4 décembre 87, il y a une grande manifestation, une grande fête, un grand truc, il faut faire quelque chose, il faut les aider. Il nous avait dit, faites quelque chose. On s'était un peu regardé, on était une petite dizaine de jeunes. Et moi j'avais fait un peu de théâtre dans les années, fin des années 70, 80, début des années 80, peu de théâtre au centre social de Crozet. Je lui ai dit, on peut essayer une pièce de théâtre sur le logement. Et puis c'était en octobre, le 4 décembre 87, on proposait cette pièce de théâtre sur le logement. En plus, on avait proposé de la danse moderne jazz et de la danse, je me souviens, maghrébine, et voilà. Et puis ça avait tellement bien marché, Jean-Pierre nous a dit, attendez, vous n'allez pas rester comme ça là, il faut y aller. Hein. On a dit, ouais, pourquoi pas. C'est Jean-Pierre, ça. 89, on crée notre association Mektoub.
Et aujourd'hui, on tourne toujours. Ah, c'est vous le créateur de Mektoub? Enfin, moi, j'ai mon frère, on était 2-3 frères à l'époque, D'accord. plus tous les gens. Alors depuis, les gens, bon, Parce il y que a... j'entends beaucoup parler. J'en Ouais. entends beaucoup Et parler. là, en ce moment, là, je suis sur une pièce. Alors, moi, c'est ce que je disais, ce que j'avais écrit. Le théâtre que je mets en scène, j'écris mes pièces et je mets en scène, je le veux militant. Puisque moi, pourquoi je vais en CCO, c'est pour ce côté un peu militant. Et voilà. Et toutes les pièces que j'ai écrites depuis, ça a commencé par le droit au logement. Après, ça a été sur les jeunes de banlieue et l'échec scolaire. Après, ça a été sur les sans-papiers. Après, c'était sur le mariage mixte. Et aujourd'hui, c'est sur la dernière pièce là, qui est en chantier, c'est sur l'identité nationale. Donc, les identités nationales, ça c'est bien. L'identité nationale. L'identité. Donc, c'était quand même, sous le gouvernement Sarkozy, on nous a bien bassiné avec ça. Hein. Oui. On nous a bien bassiné avec ça. Donc voilà, je voulais donner un peu une vue. Ah, vous repartez? Oui, bah, je fais le tour là un petit peu de. Bon, d'accord. Voilà. Pourquoi vous voulez. Ah ben non, moi je voudrais garder encore un peu. Ah bah oui, parce que ça c'est vous êtes toujours sur le quartier. La construction. Ah voilà. Bah oui. Alors, C'est des mémoires. parlez-nous un petit peu, vous, votre action au CCO. Oh, ben elle n'a jamais été très importante. Hein. Simplement que je suis un des témoins de son histoire, son évolution. Donc comme je l'avais dit, j'avais organisé des réunions de réflexion philosophique et religieuse dans les années 66, 67, je ne sais plus bien la date, hein, dans ces années-là. Donc 67, c'est dans les tout débuts, ça. Ah oui, du oui, CCO. tout au début, oui. Et puis après, donc, il y a un certain nombre participer à un certain nombre d'activités, voilà. Et bon, il y a eu l'histoire de la Sainte Famille, où j'ai été un des responsables à l'époque. Il y avait combien de personnes Il y avait Paul Vermand, là, qui était aussi un des responsables, qui était là il y avait pas aussi celui qui est décédé il n'y a pas longtemps. Le Baron. Non, Bernard, le père de un copain à moi, qui habitait juste à côté du théâtre de la Sainte Famille, avec Suzanne et je connaissais donc la mère, le père je connaissais moins bien, mais Bernard. Il y avait un fils qui s'appelait Philippe Bernard. Ah oui. Il était là aussi. Oui, hein. oui. Il est décédé. Berthet, c'est le nom d'une fille de sa femme. Excusez-moi. Ah, bah oui, Suzanne. Déjà, ouais, D'accord. Oui, voilà. Alors, donc, ça a été un des événements, je dirais, importants dans l'histoire du quartier. Hein, ça a permis. Alors, quand tu posais la question, là, je sais pas, disons plusieurs centaines de personnes. Hein, plusieurs centaines. L'histoire du terrain de la Sainte Famille, plusieurs centaines. Ah, ça a bien mobilisé. Ah oui, parce que ça a été. Alors, c'était curieux parce que. Je me rappelle d'une des manifestations où il y avait une personne que j'avais jamais vue. Et il m'a dit, moi quand j'étais gamin, j'habitais ici et je venais jouer au foot. Hein, et comme ça, et je trouve dommage que ça disparaisse. Alors, je sais pas, il devait habiter je sais pas où, à Saint-Fond ou je sais pas où. Et il était venu, parce que lui, quand il était gamin, il venait là. Parce que ce terrain-là, il était il était très vieux du coup. Il date de quel... Disons que la paroisse date de 1927. Hein. Ah oui. Donc à mon avis, les terrains ont dû être achetés dans les années 3-4 ans avant, quoi. Ah oui, Hein, le temps de construire, 3-4 ans avant. Hein. Donc il était comme ça, il était ouvert, il l'a été pendant une cinquantaine d'années, quoi, si vous voulez. Hein. Donc ouvert à tout le monde, et c'était un des points de rencontre du quartier. Hein. Puis à côté du terrain, il y avait la paroisse avec. Moi, je me souviens, j'allais au Cœur Vaillant. C'était les Cœur Vaillant, c'était. Mais c'est comment ton nom? Telly. J'allais, moi. J'étais responsable Cœur Vaillant. Voilà, moi, j'allais faire de la pâte à modeler, du. À Cœur Vaillant? Ouais, Cœur Vaillant, c'était quoi? C'était une. À Cœur Vaillant, rien d'impossible. Oui, ça c'est vrai, ça je connaissais aussi quand j'étais. On appelait ça les Cœurs Vaillants. Ça s'appelait comme ça? C'était sur le quartier, moi j'étais sur le rue du Humet, là, dans
avait des immeubles à la boube, et on n'avait pas grand-chose. Et les seules petites animations à l'époque, l'assurance sociale n'existait pas encore. Ben oui, La maison sociale de Croix-Vezet n'existait pas. c'est une transformation du. Il y avait le catéchisme à l'époque. Hein, Ça existe toujours. Mais Voilà. bon, il y a eu. Et puis, bon, bref, donc il y a eu tout ça. Bon, j'avais créé un club de jeunes après dans les années 60 aussi en même temps, en parallèle. Et puis après, bon, après j'ai eu beaucoup de. Bon, je suis allé travailler à l'étranger, bon, je ne vais pas rentrer pour raconter toute ma vie. Et puis mon père donc était bientôt à la retraite, puis il se posait la question de faire quoi faire. Alors je lui ai proposé de venir ici. Alors mon père, donc Joseph Lorigny. Ah mais Lorigny, Jo? Ouais. Ah d'accord. Hein? Ah bah, c'est l'époque où Jean-Pierre... Votre père, c'était Ah ouais. Jean Lorigny. Ah ouais. Oui. Ah oui, Oui, on m'en a beaucoup parlé. Oui. On m'en a beaucoup parlé de votre père. Oui. Donc il a été. 81, je crois, c'était les... Écoute, je sais plus quand. Alors, quand moi je. j'avais bien la date parce qu'à l'époque, Jean-Pierre, c'était le CCO était tenu par l'école, ce qu'on appelait l'école blanc. C'est des gens qui venaient une fois par mois au CCO et puis ne savaient pas ce qu'il y avait dedans. Et Jean-Pierre nous avait dit au comité d'animation, il nous a dit, c'est bien le comité d'animation, mais alors il faut aller bousculer un peu tout ça au CA. Et il y avait Jo, et il y avait tous les tous les jeunes là, on avait tous autour de 20 ans et voilà, c'était intéressant. Donc mon père avait il habitait à la cité Garcin qui a été mentionnée là. Guiléné, c'était une cité qui était juste à côté là, où il y a où habite Maurice Bardel là. Ah oui. Donc c'était la cité Garcin, c'était là. Bon. Enfin, moi j'allais voir ma grand-mère là-bas quand j'étais petit. Et puis dans les années 30, mon père avait créé la JOC ici, à Macron-Lizet. Et puis il était un des responsables de la JOC de Lyon dans les années 30. Bon, après il y a eu la guerre, etc. Puis après il avait monté la section CFTC, qui est devenue CFDT, donc à l'usine d'Elle à Villeurbanne. Et puis il était responsable de l'ACO, etc. Et puis donc, bref, je lui avais proposé de venir ici, parce qu'il avait eu une petite déprime, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, enfin il a eu un petit souci de santé, et puis finalement il est venu ici, et puis finalement il a eu un très grand, importance. Oui. Il a été de ceux qui ont fait, c'était déjà fait, mais enfin basculer entre la partie, je dirais, sur le quartier, et puis aussi l'ouverture à beaucoup d'associations. Il a été voilà. C'était la première présidence après les fondateurs. Les fondateurs qui étaient là, et puis qu'on a un petit peu poussé du coude là pour qu'ils nous laissent la place. Et Jo, donc. Voilà, parce que c'était des gens des grandes familles bourgeoises de Lyon qui avaient contribué financièrement. Et Au début, c'était le patronat lyonnais aidait du CA au début. Oui, c'était les donateurs. Ça a changé avec Jo, C'était derrière. C'était les donateurs qui avaient donné les terrains, payé la construction. Quoi. Bon, ça se comprend qu'ils aient le droit au chapitre. Alors bien sûr, ces gens-là n'étaient plus tout à fait au fait finalement de l'évolution. Ils venaient là une fois par an, comme ça, bon. Mais en même temps, il ne se passait pas grand-chose au CCO. Il y avait le permanent qui était là, il y avait une immense, quand je dis immense, pour nous elle était immense, salle A. Puis de temps en temps, avec le comité d'animation, on arrivait à faire venir, on a quand même fait venir des gens comme Gilles Servat, comme, c'était Georges Chelon, on avait des... Mais c'était vraiment de façon ponctuelle, mais il n'y avait rien de... Oui. Il n'y avait pas de permanent. Enfin, le seul permanent. C'était le Bissardon. C'est le Bissardon, donc était. C'était Paul Bissardon. C'était le Bissardon. Donc, et puis après, donc, c'était quand mon père était qu'il y a eu le premier objecteur de conscience. Oui, c'est ça. Et après, il y a eu Jean-Michel. Et après, donc, c'est tout doucement monté en puissance. Oui. Je me rappelle des jours, on discutait, et dit oh là là, je ne sais pas comment on va payer le salaire de telle personne, on n'a pas reçu les subventions, c'est du souci parce que voilà, il faudrait qu'on arrive à dégager suffisamment on a besoin d'un autre permanent, mais comment faire pour dégager assez d'argent pour pouvoir le payer? Enfin bon, c'était. Il y a eu Guy Corona, il y a eu Jean Bourgeois.
Voilà, donc bien. Oui, d'accord. c'était donc c'est un Et donc, au fond, c'est petit à petit que les associations sont venues et que je dirais leur présence à l'intérieur du CCO c'est vraiment renforcé. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc parce que donc en gros c'était l'aumônerie, hein, c'était l'activité essentielle, plus d'autres réunions par-ci par-là, quelques personnes qui venaient ici pour faire. Donc c'était des choses assez ponctuelles. Pas nécessairement, il y avait des groupes qui se réunissaient toutes les semaines, Oui. de manière régulière pendant toute l'année. Il y avait l'alphabétisation, il y avait je ne sais plus quoi Il y a eu encore. le MAN. Le MAN, enfin bon, Ouais. etc. Donc il y a eu. Et alors, est-ce que là, les associations commençaient à dialoguer entre elles? Est-ce que, Pas trop. Pas trop, Voilà, hein. pas trop. Non, on Chacun avait- était dans sa bulle. Voilà. Donc chacun était. Comment dire? Enfin, toi tu as peut-être vu de plus près, mais moi je sais. On a l'impression qu'ils étaient locataires finalement. Oui, c'est ça, on venait utiliser des salles. C'était une boîte aux lettres, comment dire. Enfin, Ouais, c'est le ça. CCO, c'est Oui. le siège social, puis c'est tout. Et puis après, donc essayer de faire monter la mayonnaise quoi, entre tous ces gens-là. Quoi. Alors, par rapport à ce temps-là, et si on regarde l'évolution à maintenant, Mhm. est-ce que là, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui brasse plus, qui rassemble et qui mélange, Bah, c'est-à-dire plus pas- maintenant que par rapport à votre... Bah, si vous voulez, moi je ne suis pas assez impliqué maintenant. J'ai créé d'autres associations et je ne vais pas rentrer dans le détail. Comment dire, je suis moins impliqué. Je suis venu là parce que, beaucoup de gens m'ont pas demandé de venir, mais parce que je suis porteur d'un certain nombre d'histoires de ce lieu, Bien sûr. bien que je n'ai jamais été impliqué beaucoup. Hein, j'étais un petit peu, hein, mais. Dans l'histoire qui a été faite là, par Châtelain, dans cette période-là, par exemple, tous les aspects artistiques étaient absents. Oui, Hein? maintenant il est beaucoup plus présent. Voilà. Le pôle artistique, Essentiel. il est maintenant, Essentiel. il est Voilà. majeur ici. Voilà. C'est majeur. Et c'est ce qui fait communiquer les associations entre elles. Ça C'est fait par la communiquer. culture essentiellement. Mm. Autrement, c'est vrai que les associations, il y en a qui ont leur boîte aux lettres et qu'on ne voit jamais. Oui, oui. Bah déjà, la manifestation qui se trouve, c'est vrai que la c'est première bien en de 2003, se rassembler. Parole sur place. Parole sur place. Voilà, Que, que j'en c'est, dis, des activités il y a un sont- brassage là, à ce Mais de niveau-là, temps en temps, qui- c'est bien de se réunir. Bien ensemble, sûr, de se bien sûr. Mais il y a un rencontrer, brassage encore partager des insuffisant. moments conviviaux. et Parole c'est sur place, c'est sympa. déjà pas mal. Ah oui, Ça oui, permet oui, de oui, voir oui. qui est. Parce qu'autrement, on peut se croiser. Hein. Oui, et puis des fois il y avait eu des. Je me rappelle mon père, là, nous disait des fois, il y avait des fois dans les associations, parce qu'il n'y avait pas tout à fait les mêmes. Il fallait éviter qu'ils se croisent, quoi. Enfin, il y avait. Est-ce qu'il pouvait y avoir des frictions? Des Oh, pas vraiment. oppositions? Non, mais Des oppositions, Bon. peut-être. des oppositions dans des. J'en sais rien, moi, j'en sais rien. Ah oui, on peut L'association avoir de pays qui sont en guerre, je pense ça. Avec d'autres, Oui, mais ça est-ce peut- que par exemple les événements qui sont produits dans cette maison, ça, c'est porteur de quelque chose ou ce n'est pas porteur d'un dialogue facilitateur ou pas facilitateur? Et si ça ne l'est pas, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire? Le lieu pourrait Pas faire. forcément le qualifier pour je sais pas, là je vois pas comment. Enfin, moi, la perception que j'ai, c'est ça, c'est que c'est difficile d'arriver à. Oui, il y a des comment dire, des éléments qui sont fédératoires probablement, mais dans quelle mesure ils fédèrent après, je sais pas. En tout cas, c'est leur objectif affiché. Dans quelle mesure ils fédèrent après, ils permettent des rencontres, des croisements, je sais pas. Mais ce qui est plus facile à fédérer, effectivement, c'est le volet culturel, parce que là, les intérêts, les sujets sont plus proches qu'entre les associations qui ont d'autres intérêts, entre guillemets, hein, et qui, effectivement, n'ayant en particulier pas de permanent de quelque sorte que ce soit, se trouvent démunis en temps pour pouvoir faire autre chose que ce qu'ils sont assignés eux-mêmes comme but. Hein. C'est tout le problème du bénévolat par rapport à des structures où il y a des permanents. Quoi. C'est vrai que en tant qu'association non donc n'ayant pas d'employés, quoi. Ah oui, sans salariés, Sans sans salariés, oui, permanent. mais il y a un mot, comment on dit, quelqu'un qui emploie à domicile
est employeur, mais un autre mot. Bon. Et c'est vrai qu'on a cette difficulté de ne pas avoir du temps au-delà de ce qu'on se donne déjà comme but. Alors bon, c'est vrai que quand il y a des événements collectifs, que le lieu effectivement essaie sous des noms différents au cours des décennies, d'organiser, 1, 2, 3 fois par an, on peut retrouver, ou on pouvait retrouver, des structures très différentes qui se présentaient, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, mais bon, à un moment où je n'ai pas vu ça, mais le culturel a quand même pris, l'expression culturelle a quand même pris la première place de loin. Enfin, Maintenant, ouais. par rapport au bordel militant des années 70-80. Du temps de Pierre Lachaise, Jean-Pierre Lachaise. Avant lui même, Déjà puisqu'on avant. on a parlé des autres, bon, on a cité, mais ça c'était les années 80, Bruno Herrey,